Donc ceux qui veulent rester debout, c'est leur choix, mais il y a des places, hein, je vous signale. Voilà. Donc c'est le comité Free Assange Belgium qui a organisé cette conférence de presse. Je vous accueille donc et je vous explique en 2 mots pourquoi le comité Free Assange Belgium a estimé utile et nécessaire de faire une conférence de presse à l'occasion de la parution en français du livre de Nils Melzer, L'affaire Assange, histoire d'une persécution politique, qui est disponible sur la table là-bas si vous voulez l'acheter au prix de 24 €. C'est ça? Voilà. Alors, là, donc, ce livre, d'abord, l'auteur n'est pas n'importe qui, donc, que vous avez vu défiler là, Nils Melzer. Donc, il est titulaire de la chaire de droit de l'homme à l'Académie de droit international humanitaire et de droit humain à Genève. Il est professeur de droit international à l'Université de Glasgow. Il a surtout, pour ce qui nous concerne, été rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 2016 à 2022. Donc, son deuxième mandat vient de se terminer. Au départ, influencé, comme la plupart des gens, par les graves accusations qui dénigraient Assange, il a d'abord refusé d'investiguer sur son cas. Mais depuis qu'il s'est décidé à le faire, je crois que c'était en 2019, il a pris rapidement conscience de la gravité de ce cas et au-delà de la personne de Julian Assange, de l'enjeu de son cas pour l'avenir de notre démocratie. C'est pas vrai, c'est pas 2019, c'est avant, il avait déjà. Bon, je repense. Donc ce livre est extrêmement factuel. Il démontre de manière irréfutable qu'Assange est victime d'une persécution politique. C'est d'ailleurs le sous-titre de son livre, hein, L'affaire Assange, histoire d'une persécution politique. Et pourquoi? Pour avoir contribué de manière décisive à ce que des crimes d'État soient rendus publics et ne restent pas cachés du public. Voilà. Nils Melzer n'est malheureusement pas parmi nous aujourd'hui, mais nous avons tenté de le rendre présent en diffusant au cours de cette conférence de presse 3 courts extraits d'un long interview qu'il a accordé, je crois que c'était en 2021, à Jacques Friedli, qui est un militant suisse. Par contre, sont présents les 5 personnes. Enfin, il y en a la 5e n'est pas encore là, mais on espère qu'elle va arriver. Est-ce que quelqu'un a eu des nouvelles d'Alexis de Soif? Non? Ok. Donc, je présente les personnes qui sont là, ainsi que la personne qui n'est pas encore là, dans l'ordre où elles vont parler. Donc, Fabien Trémaud, qui est à ma droite, le deuxième en partant de la gauche pour vous, est l'éditeur des éditions critiques qui a publié la version française de ce livre, et on le remercie d'être présent et d'avoir accepté d'éditer ce livre en français. Anthony Bélanger, à ma droite, qui est le secrétaire général de la Fédération internationale des journalistes, la FIJ, qui représente actuellement environ 600 000 journalistes professionnels dans près de 150 pays différents, c'est-à-dire dans la plupart des pays du monde, et qui parlera en second. Alors, Christophe Marchand devait être parmi nous, il s'est excusé en dernière minute, mais il est remplacé par Marie-Laurence Hébert-Dolbeck, qui est à l'extrême gauche pour vous, qui est, comme lui, juriste en droit international et qui s'occupe de l'affaire Assange avec Christophe Marchand, et en particulier de préparer un recours probable à la Cour européenne des droits de l'homme quand les recours au Royaume-Uni seront épuisés, s'ils n'aboutissent pas à une issue favorable, ce que nous pouvons craindre. Voilà. Normalement, devrait intervenir à ma gauche, à votre droite, donc, Alexis de Soif, l'ancien président de la Ligue des droits humains en Belgique et vice-président de la Fédération internationale pour les droits humains. Nous l'attendons, on espère qu'il va arriver. Et pour terminer, last but not, comment on dit ça? Last but not least, Marie-France Depré, qui est cofondatrice du comité Free Assange Belgium et qui est surtout son infatigable principale cheville ouvrière de notre comité. Voilà, et qui interviendra à la fin. Donc, les interventions sont donc entrecoupées par des interventions de Nils Melzer via la vidéo. Voilà. Et d'ailleurs, on va commencer par ça, avant de donner la parole à moi d'abord, qui vais vous lire 2 courts passages de l'introduction du livre, et puis à Fabien Trémaud. Voilà. Tu peux lancer la vidéo ? La réponse est non. J'ai pas de pouvoir judiciaire. Donc, mes opinions, c'est les opinions d'un expert indépendant qui était nommé par
par l'ONU, mais qui ne parle pas pour l'ONU. Donc j'ai un statut un peu élevé et très respecté, mais ça reste un statut individualisé. Donc c'est la crédibilité et l'intégrité personnelle qui compte. Mais maintenant, il faut quand même tenir responsables les États. S'ils créent des mandats comme ça, je ne suis pas une ONG, je ne suis pas un journaliste, et je ne veux pas dire que les journalistes et les ONG ne sont pas à prendre au sérieux, au contraire, il faut. Mais en plus, si les États ont créé un mandat, c'est les États qui m'ont choisi, qui m'ont nommé, qui m'ont dit « S'il vous plaît, monsieur le rapporteur, soumettez à nous des allégations de torture et nous, on va faire en sorte qu'on clarifie la situation, qu'on assure que cette interdiction soit respectée, que les victimes sont compensées et que les tortureurs sont punis. » Parce que ces obligations-là, ils sont là, c'est des obligations dans les conventions internationales. Donc les États doivent, et ça c'est pas, justement, ça c'est une obligation légale, universelle. Les États, dès qu'ils ont reçu des allégations crédibles qu'un acte de torture a eu lieu, ils doivent lancer immédiatement une enquête indépendante, donc indépendante du gouvernement, et clarifier la situation. S'ils trouvent qu'il y a eu un acte de torture, il faut donc poursuivre le responsable ou les responsables et il faut les punir. La punition doit correspondre à la gravité, on dit, la gravité du crime. Et puis, les victimes doivent être compensées complètement et réhabilitées. Donc, c'est des obligations très, très vastes. C'est pas moi qui ai inventé ces obligations, c'est les États qui les ont formulées et signées et ratifiées. Et après, ils m'ont nommé pour contrôler la mise en œuvre de ces obligations-là. Donc, si je leur soumets des allégations, c'est pas un jugement d'une cour, mais ça déclenche toute une chaîne d'obligations qui sont contraignantes. Pas envers moi, mais envers le système international. Donc si après les États ignorent mes interventions, c'est pas juste comme ça qu'ils ont la liberté de le faire. Ils sont juridiquement obligés, en fait, d'interpréter ça comme des allégations consolidées et puis de commencer leurs enquêtes. Voilà. J'ai oublié de vous dire qu'évidemment, vous aurez la parole à la fin pour poser toutes les questions que vous souhaitez poser à quelques personnes que ce soit présentes ici. Je lis juste en introduction quelque chose de très court qui est dans l'introduction du livre de Nils Melzer. Donc ce sont ses paroles. Écrire un livre ne fait pas vraiment partie de la description du poste de rapporteur spécial des Nations Unies. Surtout pas un livre sur un cas individuel. Une explication s'impose. Cet ouvrage se veut un appel urgent, un avertissement à la communauté internationale des États sur le fait que le système qu'elle a mis en place pour protéger les droits de l'homme est en train d'échouer totalement. Un appel à l'attention du grand public, car une défaillance systémique d'une telle ampleur doit alerter tout citoyen ordinaire d'un État démocratique. Un appel, par conséquent, qu'il faut également comprendre comme un défi personnel lancé à chacun de nous. Ouvrir les yeux, regarder la vérité en face et assumer sa responsabilité personnelle et politique. Et un peu plus loin, il dit « J'écris ce livre car en enquêtant sur le cas de Julian Assange, j'ai trouvé des preuves irréfutables de persécution politique et d'arbitraire judiciaire flagrant, ainsi que de torture et de mauvais traitements délibérés. Les États responsables ont pourtant refusé de coopérer avec moi pour faire la lumière sur ces allégations et engager les mesures d'enquête requises par le droit international. » Voilà. Et maintenant, je vais passer la parole à Monsieur Trémaux, l'éditeur donc de ce livre. À vous, monsieur. Oui, normalement, ça marche. Ça marche. Oui.
Merci beaucoup. Non, déjà vous dire qu'on est très heureux d'avoir publié le livre de Nils Melzer. Peut-être un peu parler de ce qui fera écho un petit peu au silence de la presse, peut-être de l'aspect éditorial justement, parce que Nils Melzer, donc à la base, il est sorti en allemand. Il a trouvé un éditeur donc en Suède et en Angleterre, mais il ne trouvait pas d'éditeur en France. Donc, via Laurent Doré, qui est journaliste et qui fait partie du comité Assange France, on se connaissait bien. Donc, il m'a dit que justement Nils Melzer ne trouvait pas d'éditeur, et donc bon, on a pu nous le faire. Ce qui nous paraissait bizarre, vu qu'on pensait que peut-être des maisons d'édition plus grosses que la nôtre se seraient jetées sur ce livre, qui est quand même relativement définitif sur l'affaire Assange. Mais voilà, alors bon, on est très heureux de l'avoir fait, même si on aurait préféré pour Assange et pour faire peut-être plus parler de lui qu'une grande maison d'édition s'occupe de ce sujet. Mais voilà, c'est pour vous dire que même au niveau éditorial, comme Nils Melzer en parle dans son livre d'ailleurs, il y a le silence de la presse et il y a aussi les maisons d'édition, même à gauche, qui sont relativement frileuses pour parler d'Assange. Voilà, et après nous, voilà, donc d'autant plus que bon, Nils Melzer, on vient de le rappeler, c'est pas n'importe qui, c'est pas, j'allais dire, le premier gauchiste venu qui fait quelque chose sur Assange, c'est quelqu'un de sérieux, qui est à la base, il l'explique au début de son ouvrage, avait vraiment même un a priori très, très négatif sur Assange. Mais voilà, en tant que le fonctionnaire, on va dire, honnête et amoureux de la vérité, il a découvert quand même, on va dire, tous les vices et les mensonges autour de cette affaire. Donc voilà, je sais pas, évidemment, bon, tout le monde n'a pas pu lire le livre et on en parlera peut-être plus précisément après, mais sur les affaires de viol en Suède, enfin tout ça est vraiment, j'allais dire, chirurgical, comment il démonte toutes les accusations. Et surtout, voilà, l'aspect aussi intéressant, c'est aussi voilà, tout ce qui entoure justement le silence de la presse et comment la presse française, je parle de la presse française, l'a lâché. Notamment, je pense au Monde, qui a été quand même, qui s'est servi des informations de Wikileaks, qui l'a ensuite complètement lâché et aujourd'hui n'en parle plus du tout. Donc voilà, c'est ce que je voulais mettre un petit peu en lumière sur l'aspect éditorial de la chose, que c'est aussi compliqué de publier des livres sur le sujet. Il n'y a pas que des articles. Et après, sur la presse, bon, pour finir sur le sujet de la complexité, c'est que même nous, là, par exemple, sur ce livre, la presse en France ne veut pas en parler ou en parle très peu. Alors, paradoxalement, c'est un peu ce qu'on disait avant, les journalistes un peu de droite qui en parlent, donc bizarrement. Donc voilà, bon, après, tant mieux. Mais bon, les journalistes de gauche sont assez réticents à en parler, donc il faudrait essayer de s'interroger pourquoi. Voilà. Il y a des exceptions quand même. Ah, bien sûr, il y a le monde diplomatique, mais le monde diplomatique a toujours suivi Assange. Enfin voilà, il y a des exceptions, mais on va dire que je pense pas que Libération fera quelque chose sur le sujet. Mediapart peut-être. Mediapart peut-être. Non, mais c'est vrai. Non. Vous avez terminé ? Oui, pardon. D'accord, merci beaucoup. Alors, on va passer une courte vidéo avant de donner la parole à Anthony Bélanger, encore une vidéo de Melzer, sur le rôle de Wikileaks. Voilà. C'est effectivement parce que ce qu'il a fait avec Wikileaks, Assange, il a créé une plateforme où les lanceurs d'alerte, dans les entreprises, dans les gouvernements, peuvent
d'une façon anonyme. C'est ça qui est important, anonyme même pour Wikileaks. Donc même Wikileaks ne sait pas qui leur a envoyé des informations. Ils peuvent donc passer des secrets, des preuves sur des crimes, la corruption, tout ça. Ils peuvent soumettre à Wikileaks pour publication. Wikileaks va juste vérifier que c'est pas des documents falsifiés. Et après, qui vont pas créer des risques directs pour quelqu'un individuellement, et puis après ils vont publier ça. Et ça, c'est extrêmement puissant comme système avec l'Internet. Il y a toujours eu des lanceurs d'alerte, mais pour eux, c'était toujours risqué, parce qu'il y avait toujours au moins quelqu'un qui les connaissait, qui savait qui a passé les informations, les Pentagon Papers à l'époque. Hein. Mais maintenant, tout d'un coup, on a un système Internet où des milliers, des millions de documents peuvent être publiés et soumis d'une façon anonyme. Donc, ça va être très, très facile pour les gens, pour le public, d'obtenir la vérité. Et là, je pense, moi, j'ai beaucoup dû apprendre. Et j'invite aussi tout le monde qui regarde cette interview d'avoir le courage de remettre en question un peu les idées sur l'intégrité de nos systèmes, surtout en Occident, les démocraties modernes. On présume quelque part que l'état de droit existe et qu'il fonctionne. La réalité est un peu différente. C'est un jeu. C'est comme un jeu de foot. Il a un champ qui est bien défini. Là où c'est pas dangereux, là ça fonctionne. Un arbitre, puis voilà, c'est foul. Des fois, c'est plus correct, moins correct, mais plus ou moins, on est dans les règles. Mais si on sort de ce champ, c'est plus un jeu. Ah, c'est sérieux. C'est les grandes puissances. C'est les intérêts militaires, c'est les intérêts économiques, c'est financier. Ok, alors deux questions à Monsieur Bélanger. Donc je vous rappelle que Anthony Bélanger est le secrétaire général, c'est ça? J'ai oublié, de la Fédération internationale des journalistes. Donc première question, quel est le bilan actuel de la campagne que mène votre fédération pour faire abandonner les charges à l'encontre d'Assange? Première question. La deuxième, c'est qu'est-ce que ce livre pourrait apporter à votre travail dans le cadre de votre campagne pour la libération d'Assange? Bien, bonsoir à tous. Déjà, merci à Free Assange Belgium d'avoir organisé cette rencontre. Mine de rien, la salle est presque pleine, donc c'est déjà un premier succès. Et il faut toujours se féliciter des succès. Et merci aussi aux éditions d'avoir pris la peine et surtout d'avoir pris le risque, parce que j'ai compris que c'était un risque. Ou en tout cas, je vous poserai peut-être la question après sur le fait si vous avez vous-même reçu des pressions pour publier ce livre. Mais j'imagine que le public posera la question. Oui, donc ici, pour que les choses soient claires, je ne représente pas les médias. La Fédération internationale des journalistes représente 600 000 journalistes, mais des journalistes qui sont issus des syndicats de journalistes. Les médias, c'est une autre fédération, c'est une fédération d'éditeurs, il y en a quelques-unes, des fédérations mondiales d'éditeurs, et la Fédération internationale des journalistes, c'est donc une fédération de travailleurs, hein, donc j'insiste là-dessus, et donc c'est la seule d'ailleurs fédération de travailleurs dans le monde, la fédération de journalistes et de travailleurs des médias dans le monde. Alors oui, lorsque la décision anglaise est tombée, on a lancé donc cette campagne mondiale. On n'a pas eu un retour, hein, je vais être honnête, hein, je ne vais pas essayer de noyer le poisson, on n'a pas eu un retour exceptionnel de la part de nos affiliés. En revanche, on a eu les retours de nos principaux affiliés, ceux qu'on attendait, c'est-à-dire eux ont écrit, et là je vais parler des Anglais, qui est le plus gros syndicat européen pour la Fédération internationale, la FIJ, Fédération internationale des journalistes, un de nos syndicats français, qui est le premier syndicat français, le syndicat national des journalistes, le syndicat australien, qui est directement concerné, puisque comme vous le savez, Julian est australien et membre, comme vous le voyez ici, de notre syndicat australien, la MEA, hein, la Media Alliance. Donc il est membre de notre syndicat australien, donc de fait détenteur de la carte de presse internationale, donc la carte de presse de la FIJ. Et donc la MEA a écrit évidemment dans cette campagne à l'ambassadeur américain en Australie. Les Italiens l'ont fait,
Et le dernier, parce que j'ai listé quand même, j'ai refait un peu le point, c'est le syndicat américain, bien entendu, un de nos syndicats américains. C'est-à-dire que tous les syndicats concernés directement par l'affaire Julian Assange, Angleterre, Royaume-Uni, États-Unis, Australie, France, un peu moins, Italie, un peu moins, ont fait le boulot. Aucun retour, évidemment, des ambassades. Aucun retour. Donc ça, c'est à peu près le premier point. On a, en revanche, les vidéos de la présidente de la Fédération internationale, qui est française, mais aussi la première vice-présidente de la FIGE, qui est péruvienne et qui dirige aussi toute notre fédération régionale d'Amérique latine et des Caraïbes, la présidente de la Fédération d'Asie-Pacifique, qui est indienne, le président de la Fédération africaine, ou la présidente de la Fédération européenne. On a quasiment 4 femmes sur les 5, sur nos 5 régions, on a 4 femmes sur les 5. Ces vidéos-là ont été très bien suivies, beaucoup repartagées, où là, évidemment, elle relançait un peu la campagne que nous, on faisait au niveau mondial. Et ça a bien marché. Alors ça a bien marché d'un point de vue médiatique, mais vous savez tous que Julian est toujours en tôle, et que les États-Unis demandent toujours l'extradition, et que les Anglais sont toujours d'accord. Donc, moi, je suis encore moins puissant que Niels, avec qui j'ai participé à quelques conférences. Si lui-même, en tant que rapporteur spécial des Nations Unies, il n'arrive pas à faire bouger d'un iota ce qui se passe au niveau des États membres des Nations Unies, même moi qui représente une fédération mondiale, moi j'ai juste un crayon, quelques caméras et puis des micros. On n'a pas d'armes, on n'a pas d'avion, on n'a rien. On a juste des journalistes dans le monde. Donc notre pouvoir est quand même limité, même s'il peut être, il peut être efficace au sein des Nations Unies, il reste quand même limité. Et je suis conscient, et vous devez être conscient de la limitation de nos pouvoirs. Niels Melzer, et là vous en parliez tout à l'heure, ce gars, j'ai pas eu le temps de tout lire, mais en tout cas la partie sur la presse est absolument pertinente. C'est-à-dire que il dit tout simplement, si les journaux anglais, anglophones, australiens, anglais, américains, commençaient, c'est ce qu'il dit précisément, commençaient à mettre un peu de pression, à faire des unes communes, etc., sur le scandale politique, mais pas que. On atteint un scandale humain concernant Julian Assange. Si tous ces canards, notamment les grands canards, New York Times, Washington Post, Guardian, et au moins un des grands journaux australiens, avaient une commune le même jour sur cette question-là, là, ça pourrait peut-être bouger. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait, tout simplement. Donc, et là, il a raison. Il fait 3 pages sur la presse, en gros. C'est assez court, il faut l'admettre. Mais il a complètement raison. Après, sur la question de la presse, je suis issu de la presse française aussi, donc je suis aussi un citoyen de la République, même si j'habite ici maintenant depuis 8 ans. Le Diplo, je travaille essentiellement avec le Diplo fait le boulot. Le Diplo fait le boulot. Que ce soit le patron encore actuel ou la patronne de l'information que je connais bien, eux ils font le boulot. Mediapart fait le boulot. Edoui Plenel était venu au palais, je crois que c'était au palais Edmond, vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là. Je crois que Marc était là. Ou le palais des Académies, voilà. Il était là, et Edoui Plenel, il est un des soutiens vraiment très forts en termes de patron de presse. Ici, ici, moi, j'ai eu une interview assez longue sur la première avec Edith Kuckelberg, consacrée qu'à Assange et qu'avec moi, et il a vraiment fait le job, il a vraiment été hyper sérieux. C'était l'émission qu'il avait, comment tu dis ? Au bout du jour, voilà. Et Pascal Claude aussi m'avait invité, qui est aussi un très bon confrère de la première, toujours, qui m'avait invité à une matinale avec celle qui était encore à l'époque son avocate, qui est devenue maintenant la rectrice de l'ULB, Annemie Chauss. Et là aussi, il y avait un bon boulot. Enfin, c'était vraiment sérieux. C'est pour ça que je veux pas qu'on condamne tous les... Il y a des gens au sein des médias qui font leur boulot. Marc a été longtemps à la RTBF et il faisait aussi ce boulot-là. Il a même été un des seuls journalistes belges, je pense, à avoir rencontré Julian en tôle. Marc, il est dans le fond, il est ici, et avec le pull de couleur, tu peux lever la main pour que tout le monde te voit.
Marc Molitor, bien sûr. Et j'ai été aussi invité une fois sur l'N24 avec Katharina Le Thor, qui avait fait un bon boulot, et le soir avait accepté une carte blanche. Voilà, mais autrement, ça reste très limité, ça il faut l'admettre. Donc il y a des petites bulles d'oxygène qui font le boulot. Et là, je parle que pour la France et la Belgique. Et encore la France, je ne cite pas tous ceux qui m'interviewent régulièrement, mais vous avez raison. Le Monde, Libération, Figaro, etc. Non, ça c'est clair. Donc voilà, donc quelle est la suite pour nous? On continue notre campagne, bien entendu. Moi, j'ai un envoyé spécial permanent à Londres, Tim Dawson, qui est membre de notre syndicat anglais, le National Union of Journalists, qui suit vraiment très très près tout ce qui se passe. Moi, j'ai déjeuné il y a quelques semaines avec des représentants de Wikileaks juste derrière, là, en totale discrétion. Et avec Jennifer Robinson, qui est la grande avocate d'origine australienne, mais qui est basée au Royaume-Uni, et qui était aussi à notre congrès mondial qu'on a organisé en Moyen-Orient il y a quelques semaines. On continue à essayer de faire quelques actions très directes, pas forcément très médiatiques, parce qu'on a bien compris que ça ne marcherait pas, mais très directes. Et on est en train de, bien entendu, et Jennifer me racontait qu'elle est en train aussi, mais ça j'imagine que madame va donner les détails, elle est en train de préparer potentiellement un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Moi je ne suis pas juriste, je vais vous laisser dire, et puis il y a aussi d'autres recours au Royaume-Uni qui sont possibles. Donc ça, tout n'est pas perdu, et je pense que c'est pas demain qu'il va être extradé, ça c'est une certitude. En revanche, ce dont j'ai peur, ce qui m'effraie le plus, c'est que vous connaissez, et Niels en parle dans son bouquin, qui est historique, qui est documenté, qui permettra, et ça c'est votre deuxième question, qu'est-ce que le bouquin apporte à la Fédération internationale? Donc je me pose directement la question et je vais y répondre. Le bouquin apporte tout ce qu'il faut pour bien comprendre l'affaire depuis le départ. Ce qu'il est, ce qu'il a fait, ce qu'il a apporté à la profession. Et ça, on commence à en avoir les premiers bienfaits, je dirais. C'est-à-dire que Wikileaks, c'est toute l'organisation qu'il a mise en place, a permis à d'autres journalistes de travailler en réseau et de créer ces grandes organisations internationales type Panama Papers, Swiss Leaks, enfin tous les leaks qui sortent régulièrement, dont la moitié de la planète se fout, hein, ça faut bien l'admettre, parce qu'il y a quasiment derrière, il y a encore des papiers, hein, mais ça, c'est lui qui a permis ça. Lui et Wikileaks. Ce travail de collaboration. Pour une fois, dans la profession, parce que vous savez, tous les journaux sont souvent des concurrents, pour une fois, on travaille ensemble sur un sujet très précis. Les rédactions lâchent des journalistes pendant des mois et des mois pour qu'ils travaillent sur un sujet précis. C'est le cas du Soir ici, c'est le cas du Monde, bien entendu en France, tout un tas de journalistes d'investigation. Et lui a permis ça. Et ça, c'est vraiment un des bienfaits que l'histoire retiendra. Moi, je sais, chaque fois que je le peux, j'en parle, mais l'histoire retiendra ça. Qu'est-ce qui nous permet ce livre nous permet aussi, surtout, d'avoir les documents, de façon chirurgicale comme monsieur disait. C'est-à-dire que tout est parfaitement documenté. C'est pas un livre militant. C'est un livre de quelqu'un qui a travaillé pendant des années sur le sujet et qui dit, moi, j'ai vu ça, j'ai tenté de faire ça, et j'ai eu ces difficultés-là. Y compris avec la presse, hein, il le dit là-dedans. Donc voilà, c'est quasiment un livre de chevet pour celui qui défend la liberté d'expression, tout simplement. Parce qu'il permet de remettre la lumière sur ce qui n'a pas été dit, ou ce qui a été dit, mais il permet vraiment de faire une sorte de résumé de ce qu'est l'affaire Assange, une histoire d'une persécution politique. Et moi, ce que je crains, et c'est ce que je dis à chaque fois, et je terminerai là-dessus si vous voulez bien, parce que j'arrive peut-être au terme de mon intervention, c'est que l'extradition n'aura pas lieu dans les années à venir, peut-être qu'elle n'aura jamais lieu. Mais ce que je crains, c'est que Julian Assange n'en sorte pas vivant, tout simplement. Vous connaissez, et lui il en parle très bien, hein, vous connaissez les conditions de détention, qui sont absolument abominables, et le Royaume-Uni sera condamné. Pas tout de suite. Il sera condamné pour ça, pour les détentions, les conditions de détention scandaleuses. Même en Turquie, parce qu'il faut savoir que au sein de l'Europe, je ne vais pas parler du reste du monde, mais au sein de l'Europe, il n'y a pas 36 pays qui emprisonnent les journalistes. Il y a le Royaume-Uni, avec lui, il n'y en a qu'un.
la Turquie, l'Azerbaïdjan, je parle du Conseil de l'Europe, hein, c'est très large, hein. La Russie est dans les sorties maintenant. Mais l'Azerbaïdjan, la Turquie, de temps en temps, il y a 2-3 arrestations en Hongrie ou en Pologne, mais ça reste pas très souvent. Mais c'est tout. Et c'est quand même le grand Royaume-Uni qui fait la une en ce moment de quasiment de tous les JT belges en tout cas. Voilà. Donc moi, ma crainte, c'est surtout que malheureusement, Stella Assange, avec qui j'étais il y a encore très, très peu de temps, ne revoit pas son mari libre et encore moins ses enfants dans les années qui viennent. Merci. Alors, on va vous montrer maintenant une vidéo, toujours un extrait du même interview, qui dure un tout petit peu plus longtemps, mais 5 minutes, sur les procédures judiciaires britanniques. Donc, Nils Melzer à propos des procédures judiciaires britanniques. Et puis, depuis son arrestation, la procédure britannique, là aussi, il y a tellement de violations des garanties, de garanties judiciaires. Pour moi, en tant que professeur dans une université britannique, c'était inconcevable. En Angleterre, qu'il y ait un juge qui insulte un soupçonné d'être un narcissiste, qu'il était ridicule, de choisir ce genre de mots dans une audience publique. Un juge, c'est incroyable quand même. Peut-être dans une, je sais pas, une autocratie, mais ça m'a vraiment choqué de voir avec comment ils prenaient ça comme quelque chose de complètement naturel, de maltraiter un soupçonné comme ça. Puis après, aussi, Assange, depuis septembre 2019, il est en détention uniquement pour raison d'assurer sa présence en cas où il devait être extradé aux États-Unis. Donc c'est juste, il n'est pas puni, il n'est pas en train de purger une peine. Il est tout simplement sécurisé. Parce que, évidemment, une fois, quand il devait aller en Suède, il a cherché l'asile donc à l'ambassade équatorienne, et donc on veut éviter ça cette fois-ci. De mon avis, toute cette procédure américaine était illégale et arbitraire et illégitime. Mais si, juste pour l'exercice, on disait, bon, ok, alors la procédure, elle est valable, donc je comprends qu'ils veulent le sécuriser. Mais pour ça, il suffit de le mettre en résidence surveillée, comme on l'avait fait avec Pinochet, d'ailleurs, l'ancien dictateur de Chili, qui était accusé de crimes contre l'humanité, donc des vrais crimes. Assange, il n'est pas accusé d'aucun crime. Il est accusé d'être un journaliste, d'avoir dit la vérité. Mais lui, donc, il était accusé de meurtre, de torture et autres. Et puis, lui, il était en résidence surveillée dans une villa. Il recevait Margaret Thatcher avec du whisky pour des visites. Je pense à Assange, il attend encore que Tony Blair lui ramène du whisky. Non, c'est absurde, c'est grotesque. C'est grotesque de voir que quelqu'un, un putschiste, qui était responsable de la mort de milliers et de milliers de ses citoyens, qui a contrôlé un pays pendant des années, mais Iron Fist, qu'il est traité comme un gentleman, et l'autre qui a publié des preuves pour des crimes, pour ce genre de crimes. Lui, il se fait traiter et menacé d'une peine aux États-Unis de 175 ans en prison. Il n'y a pas un criminel de guerre qui a reçu ça. Et là, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui est complètement tordu. Et là, on commence aussi peut-être à comprendre pourquoi, pour moi, ce cas-là est tellement important. Parce qu'il y a des millions et des millions de victimes de torture. Et c'est impossible pour moi de couvrir tous ces cas-là. Et là, j'ai quelque chose, à travers le cas Assange, je peux me concentrer sur le système.
parce que c'est le système qui produit ces millions de victimes. Et Assange même, je suis convaincu, quand on lui demandait, mais le cas Assange, il s'agit de quoi? Il dirait certainement, c'est pas moi, c'est vous, n'est-ce pas? Et c'est exactement ce que je pense aussi. Évidemment, il y a Assange, il y a sa famille, il y a tout ça, c'est légitime, mais c'est pas plus ou moins important que les autres victimes. Mais c'est comme si tout le monde était tellement convaincu que Assange c'est le mauvais, c'est le violeur, c'est le hacker, c'est le tout. Donc les États ont un peu perdu, ils sont devenus un peu sloppy, comme on dit en anglais, un peu. Ils se sont détendus, ils ont fait des fautes, ils ont laissé trop de traces, trop de preuves. C'est pour quelqu'un qui regarde les preuves, c'est évident ce qui se passe ici. Ça, c'est une histoire de persécution. C'est pas une poursuite. Donc maintenant, on va donner. Donc Alexis de Soif est arrivé, comme vous pouvez le constater, mais il parlera après. Je vais d'abord donner la parole à Marie-Laurence Hébert-Dolbeck. Donc en posant 2 questions, mais si vous avez d'autres choses à dire, n'hésitez pas. Ce livre est-il utile pour les avocats? Je rappelle que Marie-Laurence Hébert-Dolbeck fait partie de l'équipe qui prépare un recours éventuel au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. Et la deuxième question, c'est que penser de la menace du Royaume-Uni de quitter justement la Cour européenne des droits de l'homme? Voilà, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Merci d'abord aux organisatrices, aux organisateurs pour cette conférence. Ce genre d'événement est vraiment important, nous, l'équipe de défense, afin de créer un momentum autour de l'affaire et de pouvoir influencer d'une manière ou d'une autre l'issue de nos requêtes devant la Cour européenne. Donc, pour répondre à la première question, ce livre est-il utile pour les avocats? Je vous dirais que oui, il est très utile et il est utile en 3 points. Premièrement, et ça, peu importe qui a lu le livre pourra le dire, ce livre brosse un tableau très complet des événements et des procédures juridiques qui ont eu lieu depuis 2010, depuis le premier mandat d'arrêt suédois. Non seulement il brosse un portrait complet, mais en plus il confronte notre travail de juriste avec la réalité. On voit vraiment ce que le public retient de cette affaire. Et ça nous confronte aussi avec la totalité de l'affaire, parce qu'il ne faut pas oublier que nous, on est dans notre bulle juridique, si on veut, notre bulle de juriste, surtout de juristes qui préparent un recours à la Cour européenne. Mais ça rappelle la gravité des faits, la gravité de la situation de Julian Assange, et aussi de voir les éléments qui sont annexes à la procédure juridique. Ça met l'accent sur le caractère cumulatif de toutes les horreurs qu'il a subies. Ça nous permet, du coup, de remettre les choses dans leur contexte et de nous donner des éléments politiques et humains qui vont servir les différentes requêtes. Deuxièmement, ce livre est super utile dans le sens où Nils Melzer s'exprime ici en tant que rapporteur spécial sur la torture et les traitements inhumains et dégradants. Il s'exprime aussi en tant que professeur de droit international. Du coup, il appréhende toute la problématique par le syllogisme juridique. Il a une connaissance profonde et précise des normes qui sont relatives à la torture et il a plusieurs expériences aussi sur le terrain, notamment avec le Comité international de la Croix-Rouge. Ceci donne de la crédibilité, de la valeur à nos arguments. Okay? Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas imaginer plus spécialiste que lui dans la matière. On ne peut pas penser à une personne qui est plus qualifiée que lui pour se prononcer sur cette affaire. Troisièmement, ce livre est aussi super utile parce qu'il apporte certains éléments nouveaux, des éléments matériels qui ne sont pas apparus ni dans les procédures suédoises, ni dans les procédures anglaises pour le moment. On pense notamment à certaines expertises médicales, mais aussi, surtout, à des correspondances révélatrices qui démontrent la persécution politique de Julian Assange. Le but, ici, c'est pas de mener une enquête qui répond aux exigences légales, au due process, comme on dit en anglais, mais plutôt d'attaquer directement Assange et Wikileaks.
il apporte aussi d'autres éléments, c'est-à-dire des nouvelles idées à explorer sur le plan de la défense de Julian, et particulièrement la question de la torture psychologique, qui est très peu utilisée dans la jurisprudence anglaise et dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, mais qui est utilisée ailleurs, notamment aux États-Unis et devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Donc ça, c'est des éléments qui nous permettent, en tout cas qui nous invitent à pousser notre raisonnement plus loin sur la torture. Donc ça, c'est pour la première question. Pour la seconde question, que penser de la menace du Royaume-Uni de quitter la Cour européenne des droits de l'homme? On ne va pas se le cacher, c'est très inquiétant. Parce que le retrait du Royaume-Uni de la Cour européenne des droits de l'homme retirerait le dernier rempart qui existe contre l'extradition de Julian Assange aux États-Unis. Par contre, il faut juste se rappeler, avant de tomber dans la panique, que ce n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. Le Bill of Rights, comme il avait été présenté par Dominic Raab, l'ancien Premier ministre anglais, ne visait pas le retrait de la Convention européenne des droits de l'homme, mais seulement le fait de ne plus respecter les mesures conservatoires. Donc les mesures qui sont demandées par la Cour en attendant qu'il y ait un jugement. Okay, comme par exemple de ne pas extrader quelqu'un dans l'attente que la Cour ait pu se prononcer sur cette affaire. Donc le Royaume-Uni, dans le projet de Bill of Rights, ne prévoyait que de ne plus respecter ces mesures conservatoires, ce qui est complètement contraire à la Convention, mais le problème, c'est qu'il n'y a à peu près aucun moyen de confronter le Royaume-Uni ou de le rendre responsable du non-respect de la Convention. Okay. Donc, un point rassurant, peut-être, pour terminer sur une note un peu positive, c'est que la nouvelle première ministre, Liz Truss, a décidé de laisser tomber pour le moment ce Bill of Rights qui visait de ne plus respecter les mesures conservatoires, en le qualifiant de complete mess, hein, donc de bordel complet. Donc, ça semble aller à l'encontre de ses positions précédentes, notamment dans les débats pour la chefferie, la chefferie au Parti conservateur. Mais au moins, même si quelque chose se fait pour retirer ou mitiger l'adhésion du Royaume-Uni à la Convention européenne, ce ne sera pas pour tout de suite. Okay? Donc, on peut donc espérer pouvoir aller devant la Cour européenne avant qu'il y ait toute mesure du genre qui soit prise par le Royaume-Uni. Donc, à Alexis de Soif, dont je rappelle qu'il est l'ancien président de la Ligue des droits humains en Belgique et qu'il est vice-président de la Fédération internationale pour les droits humains, notre comité voulait demander, selon lui, quel est l'apport du livre pour la défense des droits d'Assange en général, mais aussi pour les droits humains en général. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, je m'exprimerai au nom de la FIDH, dont je suis le vice-président, et aussi au nom de la Ligue des droits humains en Belgique, les organisations de défense des droits humains. Et effectivement, ces organisations, et la FIDH et la LDH, soutiennent l'appel du comité de soutien, l'action des avocats, et entreprennent et se joignent à des démarches pour interpeller les responsables politiques. Il y a des démarches en cours de préparation, d'ailleurs, dans les semaines qui viennent, les jours qui viennent. Sur la question très précise sur l'apport du livre et sur ce que ça signifie, alors je pense que c'est extrêmement utile parce que au niveau de la défense des droits humains, il y a des causes infinies à défendre. Et que ce livre, moi en tout cas quand je l'ai lu, ça fait l'effet d'une bonne claque, voire d'un gros coup de poing, et de se dire mais qu'est-ce qu'on a fait depuis 12 ans, depuis les révélations sur Collateral Murder, hein, on se souvient, on a tous vu ces images de prise de l'hélicoptère en Irak. Et puis on passe à autre chose, et puis on continue à suivre ça de loin, et les défenseurs des droits humains, ils sont sur plein de dossiers à la fois, et puis de temps en temps le dossier revient. Mais moi, ce qui m'a frappé lors de la lecture de ce livre, c'est qu'au fur et à mesure des pages qu'on tourne,
on se rappelle plein de choses, et d'abord on est au cœur du réacteur par un spécialiste, et c'était aussi dans la question, c'est ce que ça signifie un livre écrit par Niels Melzer, mais d'abord c'est l'autorité de l'auteur. Je veux dire, c'est quand même, et vous l'avez rappelé, le spécialiste, le rapporteur spécial Nations Unies, son autorité morale, aussi de professeur d'université, c'est pas n'importe qui a écrit le livre, et je dis pas ça avec mépris pour d'autres qui ont écrit des livres sur l'affaire Assange, mais ce n'est pas la même chose de lire un livre écrit, même brillant, par un journaliste qui a suivi l'affaire, que quelqu'un qui est à l'intérieur des procédures onusiennes et qui peut relater cette affaire et qui prend le temps, malgré son agenda surchargé, d'écrire cette brique en reprenant sur toute cette affaire. Et donc, c'est vraiment le réveil de tout défenseur des droits humains sur cette affaire. Et l'affaire Assange qui a parfois aussi divisé les défenseurs des droits humains. À tort. Et je ne dis pas à tort et à raison, je dis à tort. Où certains ont parfois traîné des pattes pour apporter leur soutien en disant « Ouais, mais c'est quand même compliqué ». Non. Cette affaire Assange, d'abord, c'est son affaire et son cas à lui emblématique. Mais, et c'est là, vous avez tout à fait raison, elle a une signification au-delà de son cas à lui, au-delà de son sort à lui, tellement ce qu'elle véhicule au niveau liberté d'expression, droit d'information, transparence, et puis persécution de celui qui a osé dénoncer l'inacceptable. Et moi, j'avais une idée qui m'a traversé l'esprit en lisant ce livre, et c'est pour ça que je parlais des images qu'on a vues qui datent de 2010. Pour moi, c'était plus très clair non plus aussi, j'avoue, au niveau de la ligne du temps, mais de 2010, les révélations Collateral Murder. Et imaginons-nous un instant qu'en 2010, il y ait un journaliste d'investigation qui aime aussi un peu la science-fiction, qui avait écrit l'histoire telle qu'on la connaît aujourd'hui en 2022. Eh bien, je suis sûr que nous tous et toutes dans cette salle, et les magistrats qui traitent aujourd'hui cette affaire, auraient dit waouh, ça se lit comme un roman policier ou comme un roman d'espionnage, mais c'est de la fiction pure, ça n'arrivera jamais. Pourquoi ? Parce que nous avons assez de garde-fous, assez de contre-pouvoirs, assez de justice indépendante qui vont empêcher que ce scénario se réalise. Je mets ma main à couper qu'en 2010, c'est ça qui aurait été la réaction. Et on voit où on est en 2022, et à chaque épisode, en fait, on se dit, mais non, mais c'est pas possible. C'est pas possible, ça va s'arrêter. Et ça ne s'est pas arrêté. Et ça ne va pas s'arrêter si on n'intervient pas maintenant. Et on ne peut même pas dire qu'il est minuit ou moins 5, il est minuit, il faut que ça s'arrête. Et ça dépasse le cas de Julian Assange. C'est la liberté d'expression, droit fondamental, droit humain, c'est le droit d'informer. Moi, ce qui me choque, c'est ces abandons répétés, qui sont merveilleusement et qui ressortent merveilleusement dans le livre, ces abandons étatiques, ces abandons et ces concessions judiciaires aussi, de juges enfermés dans leur tour d'ivoire, qui visiblement prennent des décisions en ne prenant pas seulement en considération les éléments de droit et les éléments de droit humain et de liberté fondamentale, mais en prenant en compte d'autres considérations imposées par certains gouvernements, on se comprend, et ça, ça ne va pas dans un état de droit. Vous parliez à juste titre des menaces du Royaume-Uni de quitter la Convention européenne des droits de l'homme et donc le Conseil de l'Europe. Il se fait que le hasard, j'étais en Angleterre la semaine passée jusqu'au jour du décès de la reine, et le gros débat avant le décès de la reine, c'était la question des migrants et l'expulsion vers le Rwanda, et justement de sortir, parce que c'est finalement sur la question migratoire surtout qu'ils veulent sortir de la Convention européenne des droits de l'homme aussi, parce que tous leurs vols vers le Rwanda ont été annulés suite à des décisions prises à Strasbourg. Et le grand justificatif pour le Bill of Rights, c'est de dire non, mais c'est quand même nous qui avons. Il se fait que j'ai été voir à Salisbury le meilleur exemplaire qui est resté de la Magna Carta 1215, qui reste un modèle justement, et le début, le premier acte de Bill of Rights face
au pouvoir arbitraire de la royauté. Et le grand justificatif, et je ne veux pas être trop long, mais le grand justificatif, c'est de dire non, mais c'est quand même nous qui avons inventé les droits humains. Je rajoute entre parenthèses, les Français croient que c'est eux, mais les Anglais croient que c'est eux. Et ils ont peut-être plus raison, les Anglais, là, sur ce coup-là. Je referme la parenthèse. Et en disant, nous, notre Bill of Rights, on va en profiter, et c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui, on va en profiter pour renforcer des droits fondamentaux tels que, et c'est l'exemple qui était repris systématiquement, la liberté d'expression. Non, mais c'est une blague. Quand on voit ici, et ils veulent renforcer, on va sur le droit au séjour et tout ça, là, il faut qu'on récupère un peu que nous puissions décider, mais on va renforcer la liberté d'expression. Alors, ça me fait bien rire parce que depuis que la reine est morte, il y a plusieurs interpellations de ceux qui osent contester la royauté. Alors, la liberté d'expression, bonjour. Là, c'est pas très grave, c'est anecdotique. Ici, c'est grave et ça nous concerne tous. Et donc, effectivement, que ce livre soit lu non seulement par des convaincus comme nous, et je suis le premier à le dire que ça nous réveille, et en ça, ce livre est important pour les défenseurs des droits humains, que ça nous réveille, que ça nous remobilise, et ça, c'est le bénéfice aussi de livres comme ça, mais en plus qu'il soit lu par des gouvernants, par des gouvernements, par notre ministre des Affaires étrangères qui est toute fraîche dans le poste, et un poste difficile, mais il faut qu'elle lise ce livre, qu'elle prenne position. On va l'interpeller, qu'au niveau du Parlement européen, au niveau de la Commission, qu'il y ait des personnes qui sont aux manettes, qui lisent ce livre, et qui ne se contentent pas d'une note sur une page A4 sur l'affaire Assange, et qui se disent « c'est quand même compliqué, on va être prudent ». Non. Parce que, d'abord, c'est la vie d'un homme qui est en jeu, et un homme qui a servi l'humanité entière. Et rien que pour ça, on lui doit bien cette mobilisation, et on lui doit bien ça. Et par ailleurs, ça dépasse son cas, et ça concerne, dans cette période tellement difficile, où il y a la guerre, où il y a la crise économique, où les droits économiques et sociaux sont en danger, où les droits environnementaux sont en danger, où la question migratoire est vraiment une honte de l'Europe occidentale, et toutes ces questions de société sont en jeu, eh bien, le cas de Julian Assange est emblématique et nous oblige. Point. Merci, Monsieur de Soif. Alors, avant de donner la parole à Marie-France Depré, une courte vidéo d'un autre genre qui concerne... Vous savez que les autorités américaines ont gagné en appel en disant qu'ils allaient bien traiter Julian Assange. Alors, je pense que ça vaut la peine de voir cette vidéo qui est un montage, mais qui est assez parlant. High-tech terrorists. Cyber terrorism. Information terrorism. Shut it down. We're going to hang you. Use a drone or something. A bullet in the brain. Illegally shoot the son of a... Information warfare is warfare. And Julian Assange is engaged in warfare. Information terrorism, which leads to people getting killed, is terrorism. And Julian Assange is engaged in terrorism. He should be treated as an enemy combatant. WikiLeaks should be closed down permanently and decisively. Should the United States do something to stop Mr. Assange? We're looking at that right now. The Justice Department is taking a look at that. I would argue that it's closer to being a high-tech terrorist than the Pentagon Papers. This disclosure is not just an attack on America's foreign policy interests. It is an attack on the international community. The head of WikiLeaks is not a particularly credible source in my mind. He is a, in my mind, he's a criminal, and he ought to be hunted down and grabbed and put on trial for what he has done here. I think the man is a high-tech terrorist. He's done enormous. Assange. Yeah. He needs to be prosecuted to the fullest extent of the law, and if that becomes a problem, we need to change the law. Well, I think Assange should be assassinated, actually. I think Obama should put out a contract and maybe use a drone or something. You don't want to act panicked and have the Well, you don't have to act panicked. You can act tough and say, if we catch you, we're going to hang you. Yeah. Well, or whatever. We heard some of that from Holder. Julian Assange is a cyber terrorist in wartime. He's guilty of sabotage, espionage, crimes against humanity. He should be killed. How is it that the WikiLeaks guy remains free? You know, back in the old days when men were men and countries were countries, this guy would die of lead poisoning from a bullet in the brain, and nobody would know who put it there. The way to deal with this is pretty simple. We got special ops forces.
I mean, a dead man can't leak stuff. This guy's a traitor, a treasonist, and he has broken every law of the United States. The guy ought to be, and I'm not for the death penalty, so if I'm not for the death penalty, I only want to do it, illegally shoot the son of a... It's time that the Obama administration treats WikiLeaks for what it is, a terrorist organization whose continued operation threatens our security. Shut it down. Shut it down. It is time to shut down this terrorist organization, this terrorist website, WikiLeaks. Shut it down, Attorney General Holder. Marie-France de Precht, au nom de notre comité Free Assange Belgium. Oui, donc moi je vais prendre la parole. Bon, après cette vidéo, c'est évidemment, ça nous montre le travail qu'il y a à faire, l'ennemi qu'on a en face de nous. Mais moi je voudrais revenir surtout sur la raison pour laquelle nous avons voulu faire cette conférence de presse. En voyant en entendant ce qui a été dit et en voyant les personnes qui sont venues y assister, je pense que nous avons eu raison de le faire, même si dans un premier temps, notre rêve, ça aurait été d'avoir Nils Melzer qui venait présenter son livre. Mais à partir d'avril, nous savions que ce ne serait plus possible, même si nous savions que le livre serait traduit en français. C'est très important d'avoir un livre traduit en français de ce poids, parce qu'il y a beaucoup de livres en anglais et nous sommes un peu dépourvus, nous. Il y a beaucoup de vidéos en anglais, beaucoup de textes anglais qui paraissent. Et Nils Melzer, ça nous paraissait vraiment la personne sur qui nous appuyer parce qu'il est aussi francophone. Et notamment, vous avez vu ces vidéos, c'est une longue vidéo qui a été faite par un activiste suisse, Fred Lee, et qui a été publié ici par Investigation, et ça peut être vu sur YouTube en entier. C'est quelqu'un... oui, ça dure près de 2 heures, mais on peut regarder par morceaux. Donc ça nous paraissait... c'est toujours quelqu'un qui nous paraît vraiment un poids très important dans la défense de Julian Assange. Alors, un livre comme celui-là, pour des militants comme nous, qui allons dans la rue et qui allons rencontrer des gens qui ne sont pas sélectionnés. Nous avons des gens qui passent et on voit s'ils ont entendu parler d'Assange, s'ils ont entendu parler de Wikileaks, s'ils ont envie de discuter, s'ils ont envie d'approfondir un peu le sujet. Ces gens, ils sont en attente d'avoir des éléments concrets, qu'on leur explique les choses, bien sûr, dans l'ensemble, mais qu'on leur donne des éléments concrets. Et avec ce livre-là, on a une foule d'éléments concrets pour pouvoir discuter avec les gens que l'on rencontre dans la rue et dans les différents débats, dans les questions-réponses après les projections de films, etc. Donc pour nous, c'est déjà extrêmement important. La deuxième raison aussi pour laquelle je pense que Nils Melzer est une personne très, je veux dire, touchante, même c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent et qui a un rôle extrêmement important, un grand intellectuel, mais pour moi, il est aussi touchant parce qu'il raconte lui-même, et il ne l'a jamais caché, qu'il s'est laissé impressionner par l'image négative que l'on a voulu construire d'Assange pour pouvoir l'abattre. Parce que au départ, en 2010, il voulait l'abattre directement, on voulait aller à fond, mais dans l'administration d'Obama à l'époque, on a freiné et on a dit oui, mais attaquer Assange, c'est un journaliste, ça veut dire que vous allez vous retrouver à devoir attaquer d'autres journalistes qui ont publié les mêmes choses, des grands journalistes des États-Unis, notamment dans le New York Times, etc. Et donc ils ont freiné. Et en apparence, ils ont lâché l'affaire. Ce n'était qu'en apparence. Et il y a eu des attaques, je vais dire même des attaques sournoises, des attaques très précises, bloquer les cartes de crédit de Wikileaks, etc. Et des attaques plus sournoises, comme l'affaire suédoise, par exemple. Et des attaques dans les journaux aussi. Il est devenu un personnage infréquentable. On a noirci son image aussi parce qu'on se disait, de cette façon-là, le public ne va plus le soutenir et alors on pourra faire ce qu'on veut avec lui. Et beaucoup de gens ont été influencés par ça, parce que beaucoup de gens n'ont finalement connu Assange à un certain moment qu'à travers cette image-là. Et donc, il fallait détruire cette image. Nous avons à détruire cette image. Mais quand on voit que quelqu'un comme Nils Melzer s'est laissé influencer aussi, on voit que c'est quelque chose qui a été très profondément ancré dans la tête des gens. Donc Nils Melzer, la première fois qu'on lui a demandé, que les avocats d'Assange
lui ont demandé, quand il était devenu rapporteur spécial sur la torture, lui ont demandé de s'intéresser à Assange, il a eu un frein, il s'est dit, bon, c'est quelqu'un qui vit dans une ambassade, il n'est pas si mal traité que ça, et puis il y a tellement d'autres gens dont je dois m'occuper en tant que rapporteur spécial sur la torture, puis ça n'a pas l'air d'être quelqu'un de très sympathique, donc il a laissé tomber et il a repris contact, enfin les avocats l'ont ressollicité après l'arrestation en avril 2019 et en mai 2019 il est allé le voir à Belmarsh et à partir de ce moment-là il a compris ce qui se passait, il a compris en tout cas qu'il fallait creuser, qu'il fallait comprendre ce qui se passait. Et à partir de ce moment-là, il n'a plus lâché l'affaire et il a investigué sur l'espionnage à l'ambassade d'Équateur, il a investigué sur les allégations suédoises et sur tout ce qui pouvait avoir amené à faire cette image négative d'Assange et ce qui est cette persécution politique dont il parle à travers tout son livre. Donc pour nous, quand on est avec d'autres personnes dans la rue et qu'on discute, toutes ces choses-là sont extrêmement importantes. Et c'est pour ça que, d'abord, avoir un livre en français, pouvoir dire aux gens, voilà, vous pouvez lire ça, vous allez avoir beaucoup d'informations et vous allez comprendre beaucoup de choses. Et puis, nous-mêmes, avoir beaucoup d'informations pour discuter avec les gens que l'on rencontre. Alors, évidemment, maintenant, Nils Melzer n'est plus le rapporteur spécial de l'ONU et il ne peut plus faire il ne veut plus s'exprimer en public, sauf à de rares exceptions, mais il nous a donné ce livre. Moi, je dis, ce livre-là, c'est un cadeau. Et d'ailleurs, quand il dit, moi, j'ai ce sentiment-là qu'il a été méprisé par les États qui lui avaient donné mandat d'investiguer sur la torture. On ne lui a pas répondu. Il a envoyé rapport sur rapport et on ne lui a jamais répondu. Et il a écrit ce livre en se disant, bon, avec ce livre, je vais m'adresser pas aux États, pas aux dirigeants, je vais m'adresser aux hommes et aux femmes qui peuvent m'écouter et qui peuvent intervenir et qui peuvent propager ce que j'ai à dire. Et donc, je crois que c'est un cadeau qu'il nous fait, mais en même temps, c'est une obligation que nous avons avec ce cadeau de vraiment lutter pour la libération de Julian Assange, parce que malheureusement, ce que je crains, c'est aussi comme Anthony Bélanger l'a dit, c'est que cette persécution ne dure jusqu'à ce qu'il en meure, quoi. Et je voulais encore dire quelque chose qui m'échappe, donc je vais m'arrêter là. Simplement, donc, je pense que c'est vraiment important que nous lisions ce livre et avec ce livre-là, que nous continuions à nous battre. Parce que ce qu'on veut, ah oui, j'ai retrouvé, ce qu'on veut, c'est la libération de Julian Assange. Et s'il y a tant de gens qui s'intéressent finalement et qui nous écoutent quand on parle avec eux dans la rue, c'est pas seulement parce qu'ils ont pitié, je vais dire, ou ils sont touchés. Je pense qu'énormément de gens sont touchés par la situation dans laquelle se trouve Assange et quand on leur décrit les conditions d'incarcération. Mais il y a aussi le fait qu'ils comprennent que cette affaire-là, c'est pas, je pense qu'il y a une photo qui le dit, c'est pas seulement d'Assange qu'il est question, c'est de nous tous. Parce que si on veut le faire taire, c'est aussi parce que on ne veut plus ce type d'information. On ne veut plus que nous, le public, nous soyons informés de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on nous donne des informations que nous avons à interpréter, à comprendre, et à nous-mêmes nous pousser à investiguer sur certaines questions. Ce qu'on veut, c'est nous donner une information prédigérée et qui va nous formater le cerveau. Et ça, nous n'en voulons pas. Et la majorité des gens avec lesquels nous parlons, ils n'en veulent pas non plus. Ce que nous voulons, c'est préserver notre droit à l'information. Et donc, c'est pour ça que nous voulons nous battre pour la libération d'Assange, pour qu'il puisse retrouver sa famille, pour qu'il puisse retrouver une vie normale et aussi défendre notre droit à l'information. Voilà. Merci. Alors la parole va être à vous dans 1 minute. On va encore donner la parole 30 secondes à Nils Melzer. How far have we sunk if we prosecute people that expose war crimes for exposing war crimes? How far have we sunk when we no longer prosecute our own war criminals because we identify more with them than we identify with the people that actually expose these crimes?
what does that tell about us and about our governments? How far have we sunk when telling the truth becomes a crime? Voilà, la parole est à vous pour poser des questions. Profitez de la présence des personnes ici pour poser des questions. Oui, monsieur. Okay. Je m'appelle Frank Schmalberot, je suis un des fondateurs des Verts allemands, le premier député au Parlement européen. À côté de mon lycée où j'étais, dans les années 1860 et quelques, Alfred Nobel a développé le dynamite. Pourquoi je suis toujours intéressé dans le prix Nobel, spécialement dans le prix Nobel de la paix. Bizarrement, jusqu'à maintenant, personne d'Australie a reçu ce prix. L'année dernière, c'était 2 journalistes, une Philippine et un Russe, qui ont reçu ce prix. Cette année, c'est trop tard, mais je crois que ce serait une initiative merveilleuse de proposer Julien pour le prix de la paix, prix Nobel de la paix. Et ça, qui peut le faire? Les anciens lauréats, des professeurs dans certaines catégories et des responsables des instituts de recherche de la paix. Et je crois que ça vaut la peine, même quand la chance qui va le recevoir immédiatement est minime. Et vous avez dit aussi, des députés aussi peuvent le proposer aussi. Oui, et aussi, et on a ici plus que 700 députés européens et aussi les membres des gouvernements. Deuxième point, à Matongé, on a récemment inauguré une place Lumumba. Il y a tellement de places et de petites rues ici à Bruxelles ou des grands. Pourquoi pas, même quand ça va être enlevé après, de nommer un des squares, des petits squares ici, au moyen, ou je ne sais pas, place Julian Assange. Son anniversaire, c'est le 3 juillet. Pourquoi pas faire une fête d'anniversaire à une place emblématique pour lui souhaiter bon anniversaire? Ça, nous faisons déjà. Oh, je ne suis pas au courant, c'est bien. Et d'utiliser les journées clés de sa vie et de ses activités pour faire quelque chose de spécial. Tout le monde, vous avez mentionné les hélicoptères à Bagdad. C'était le 12 juillet. Chaque 12 juillet, faire quelque chose pas loin de l'ambassade d'Irak ou pas loin de l'ambassade américaine. Au 11 avril, il a été mis en prison en Grande-Bretagne, de venir à Forêt en prison, au Berkendal, et faire quelque chose là-bas. Et je crois qu'il y a tellement de possibilités avec un peu de fantaisie, et je suis sûr, ici il y a maintenant une quarantaine de gens, et je crois qu'il y a des centaines et peut-être des milliers ici à Bruxelles, qui ont un intérêt de s'impliquer dans ces activités pour informer plus de monde de lui, qu'est-ce qu'il a fait, et de son rôle pour la paix. Car quand ce serait un prix pour lui, ça montre que les défenseurs pour les valeurs qu'il a défendues contribuent à la paix. Le dernier petit point, pourquoi pas créer un prix Julian Assange? Chaque année, un lanceur d'alerte dans son nom. Merci. Oui, alors, rapidement, pour le prix Nobel, il était en lice il y a 2 ans. Cette année. Ah, cette année, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a 2 ans, il y était. Et voilà, moi j'ai pas le pouvoir, évidemment, je suis ni député, ni rien. Sur la place à Bruxelles, juste pour que vous ayez cette information-là, en tant que Fédération internationale, il y a 1 an ou 2, je ne sais plus, Marc, on a rencontré et on a demandé que Bruxelles lui décerne une citoyenneté d'honneur. Pas de réponse, ou des réponses un peu évasives. J'ai fait la même chose à Paris, avec la maire de Paris, idem. On a demandé à la France de lui accorder l'asile. Pas de réponse. L'Italie, pas de réponse. Voilà, donc on peut, mais pour avoir une place, Julian Assange, il faut trouver la bonne commune. En tout cas, ce ne sera pas celle de Bruxelles. On peut le faire
informellement, et le soir, la police vient et va enlever le signe. Ça avait été fait sur la place de la Monnaie Oui, quand on l'a fait. C'est ça. Hein. La commune de Stein, dans la région parisienne, a fait de Julian Assange citoyen d'honneur récemment. Voilà. Monsieur, vous vouliez la parole? Bonjour, je suis Youssouf Akinloé, ivoiro-nigérien, et je fais un stage au Parlement européen. En fait, ma question, c'est, vous avez répondu une partie de la question. Depuis janvier dernier, il y a le père de Julian Assange qui essaie de côtoyer les autorités françaises afin d'avoir un éventuel asile politique. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être possible avant l'extradition de Julian aux États-Unis? C'était ça ma question. Vous êtes le Français de service. Oui. Sur l'extradition en tant que telle, bon, c'est pas à l'ordre du jour. En tout cas, même s'il y a une décision qui est prise, juridiquement, comme vous l'avez compris, on ne sait pas pour demain. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas que la France ou quiconque n'acceptera aujourd'hui. Ils avaient l'occasion de le faire il y a quelques années, ils ne l'ont jamais fait. Ça a bougé un petit peu en Grèce il y a quelques mois. J'ai eu des contacts avec une organisation, mais qui ne me semblait pas très, très solide. Donc non, l'asile maintenant, on pourrait lui donner l'asile, mais une fois de plus, il faut une volonté politique. Et en Europe, il n'y a pas cette volonté politique, il faut être clair. Enfin, il y a un moment donné, il faut regarder les choses en face. Et personne ne veut se mettre à dos ni les États-Unis, ni le Royaume-Uni. D'un point de vue diplomatique international, il est clair que il y a eu l'Équateur, et vous avez vu ce que ça a donné lorsqu'il y a eu un changement de président. L'ancien président équatorien lui-même est ici aujourd'hui, et lui-même en exil. Donc non, moi je n'y crois plus du tout à ça aujourd'hui. On avait imaginé des actions symboliques, mais même celles-ci ne fonctionnent pas. Ce citoyen d'honneur d'une ville, c'est complètement symbolique. Mais même ça a été refusé, soit ça n'a pas été suivi. Le président mexicain a accordé a dit qu'il serait le bienvenu au Mexique. Voilà. Oui, Marc. Je voudrais demander surtout à Alexis et à Mme Hébert-Dolbeck. Je dois dire, lorsque Anthony dit que le danger principal, c'est probablement qu'il décède en prison avant la fin de la procédure, enfin c'est le scénario pessimiste, je me demande si la priorité n'est pas avant tout d'essayer de le faire sortir de prison, indépendamment de l'issue actuelle de la procédure. J'ai déjà posé des questions, je ne parviens pas à voir clair là-dessus. Par exemple, j'ai interviewé l'Observatoire des prisons en disant, mais quelqu'un qui est dans une situation comme ça, qu'est-ce qu'il a comme recours juridique? Est-ce qu'il ne peut pas saisir une juridiction par rapport à ses conditions de détention? Je sais que ça existe, par exemple, pour ce qui est le juge d'application des peines dans nos pays, mais ça, ce n'est pas des gens qui sont condamnés. Le problème, c'est qu'Assange n'est même pas encore condamné. Il est dans une situation no man's land intermédiaire, en quelque sorte. Je ne sais pas qui a expliqué qu'il était... c'est Melzer lui-même qui l'explique qu'il est vraiment... Il est détenu, tout simplement, dans cette situation intermédiaire avant extradition. Je me pose toujours des questions. Je ne vois pas encore clair sur est-ce que la Cour européenne des droits de l'homme peut intervenir présentivement sur les conditions de détention, indépendamment du fond du procès. Est-ce que vous aurez des réponses éventuelles à ce sujet? Parce que franchement, moi, je ne vois pas clair. Or, ça me paraît prioritaire par rapport à ce qu'Anthony a dit. Je me pose la même question. Oui. Je veux dire, juste une chose, c'est que l'extradition, tout le monde sait dans cette salle que ça n'a pas de sens. En fait, c'est une question de vie ou de mort. Donc, il ne s'agit pas, excusez-moi, il ne s'agit pas d'attendre si oui ou non. En fait, c'est des manœuvres dilatoires. Et le problème, c'est qu'il faut maintenant introduire une urgence. Et donc, juridiquement, quels sont les recours pour passer outre? Tant pis. Et essayer de le sortir. Je vais répondre très rapidement. En fait, il y a très peu de recours. Il y a déjà eu des demandes de libération sous caution qui ont été faites au Royaume-Uni et ça a été toujours refusé par les juges anglais parce que Julian Assange s'est déjà soutiré, disons, à une libération sous caution. Oui, il ne s'est pas présenté devant le juge suédois. Donc, c'est l'argument qui est soulevé par les juges anglais.
Pour ce qui est d'une intervention de la Cour européenne des droits de l'homme, en fait, si on veut faire une demande de mesure conservatoire, comme j'expliquais tantôt, pour le faire libérer dans l'attente que la Cour se prononce, il faut attendre de pouvoir déposer une requête devant la Cour européenne des droits de l'homme, ce qu'on ne peut pas faire pour l'instant, parce que les procédures ne sont pas terminées devant le tribunal britannique. Et là, j'ai un problème, parce que si sa situation se dégrade avant même l'issue sur le fond, on est dans une impasse, là. Il n'y a pas moyen de le faire sortir d'une façon ou d'une autre. Il y a toujours moyen de déposer... Je continue, les juges dont vous avez parlé, c'est le juge qui préside l'audience. Ce n'est pas un juge indépendant qui est amené à traiter des conditions de détention. Hein. Non, il n'y a pas de juge d'application des peines au Royaume-Uni. Donc c'est toujours le juge qui est saisi du dossier. Donc oui, il y a des plans éventuellement de déposer d'autres demandes de libération, mais il faut trouver le bon moment pour le faire, parce que si on a un refus, on ne pourra pas redéposer de demande tout de suite. Donc voilà, c'est une question sur ce plan-là. Et puis les mesures provisoires que la Cour européenne des droits de l'homme peut prononcer, qui pourraient être soit... et on a vu des décisions, il y a de la jurisprudence où la Belgique s'était vu notifier une demande, enfin une décision de la Cour de Strasbourg de ne pas extrader une personne vers les États-Unis. Et malgré ça, le gouvernement s'est assis sur la décision de la Cour européenne et a extradé la personne. Donc c'est toujours aussi la question, et je ne veux pas être pessimiste ou dire que le gouvernement britannique ne respectera pas ou ne respecterait pas une décision qui vient de Strasbourg, mais il y a quand même des craintes qu'il passe outre. Et le juge britannique qui pourrait dire que, par exemple, pour des raisons médicales, la détention est un traitement inhumain et dégradant, et que pour cette raison, il doit, ou même de la torture, et que pour cette raison, il doit être libéré. Mais je pense qu'on ne l'a pas encore trouvé, quoi. Mais techniquement, ça devrait être possible. Mais... Oui, si je peux juste ajouter, il faut faire aussi attention avec les demandes de libération, ou en tout cas avec les demandes de mesures conservatoires devant la Cour européenne, parce que dans une grande majorité des cas, quand il est prouvé que les conditions de détention sont, disons, pas favorables à l'accusé, parfois la Cour va demander à ce qu'il soit placé en hôpital psychiatrique ou en hôpital. Et donc ça, c'est peut-être pas la meilleure solution non plus en l'espèce. Donc voilà. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Allez-y. Il y a un micro ? Il est où le micro ? Voilà. Oui, bon, peut-être je voudrais avoir quelques minutes. Pour moi, c'est très important. En principe, toujours ma question c'était pourquoi est-ce que les avocats de Assange n'ont pas allé devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme? Parce que les premières violations, quand Assange est sorti par force, donc ça intervenait la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Et il y a une sentence qui vient de tomber il y a 4 ans. C'est la première dans ce sens-là, dans le système interaméricain, et qui sert aussi de jurisprudence pour la Cour européenne des droits de l'homme. C'est le cas Familia Pacheco Tineo versus Bolivia. Donc, c'est clair et net, il dit que jamais une personne doit être libérée justement au gouvernement qui veut l'attraper. C'est clair et net. Alors, je me suis dit, pourquoi est-ce que les avocats n'ont pas fait ces recours devant la Cour interaméricaine? Et ça aurait aussi favorisé, prolongé un peu la décision de l'extradition d'Assange. Parce que comme il y a une demande au niveau international devant un cour des droits de l'homme, alors on ne pouvait pas l'extrader. Ah, oui, vous permettez. Aussi, il y a la jurisprudence des cas très précis ici à la Cour européenne des droits de l'homme. Je ne sais pas si vous avez entendu Swearing vers Royaume-Uni. C'est presque un cas identique. Et qu'est-ce que les avocats à l'époque, les criminels, parce qu'il y avait un crime qui s'était commis aux États-Unis. Un citoyen allemand qui était parti du crime
il s'était échappé au Royaume-Uni. Il était allemand. Alors, les États-Unis, ils ont demandé l'extradition basée sur un accord entre les deux pays. Lui, il était en train d'être extradé. Alors, les avocats de Söring ont dit, attention, il ne peut pas être extradé parce qu'il va être condamné à mort. Et le fait de passer pour le couloir de la mort, ça entraîne traite inhumaine et dégradante, plus la torture. Alors, c'est la première fois que la Commission, à l'époque de la Cour européenne des droits de l'homme, acceptait. Il a dit, Royaume-Uni, attendez, nous allons nous prononcer. Donc, il y a une jurisprudence qui c'est presque, qui n'a pas été, je crois, étudiée. Aussi, il faut penser aussi que les 10 années, à peu près, la jurisprudence de la Cour européenne s'était prononcée à peu près sur 40 ou 60 cas sur la liberté d'expression. Donc, ils sont, petit à petit, ils sont faits, comment on dit, tissus sur les droits. Et je crois que ça aussi, il faut explorer, parce que ce sont des sentences sur les droits d'expression très, très importantes. Alors, c'était justement ça. Alors, pour l'importance, comme vous disiez, par exemple, dans le cas de l'autre personne qui était en Russie, Snowden, oui. Snowden, oui. Edward Snowden. Oui. Il était en Russie. Et le président de mon pays, Evo Morales, il est allé en Russie. Alors, quand il est retourné en Bolivie, on ne l'a pas laissé passer l'avion. La France n'a pas autorisé, l'Italie n'a pas autorisé, ni l'Espagne. Alors, l'avion, il manquait de combustible, il ne pouvait pas passer. Alors, ce qu'il a fait, il a dû obliger à être atterri sur le sol autrichien. Alors, le président de l'Autriche, il voulait vérifier si M. Söder, oui, il était dans l'avion. Alors, seulement c'était pour dire si on peut étudier cette possibilité, que je crois qu'on n'a pas vraiment vu cette possibilité, surtout sur la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Merci, monsieur. Je répondrai moi brièvement, vu que je suis à la fois aussi avocat, mais que je ne fais pas partie du comité de défense des avocats de Julian Assange. Je pense qu'il y a une chose dont on est tous d'accord ici dans cette salle, c'est que Julian Assange bénéficie des meilleurs avocats dans cette matière au monde. Ce collectif d'avocats, c'est hyper impressionnant le travail qu'ils font, qu'ils ont déjà fait et qu'ils continuent à faire. Et donc toutes les pistes, je pense, sont minutieusement examinées en pesant le pour, le contre. Et vous l'avez rappelé, parfois il faut faire très attention avant d'introduire telle ou telle action en justice parce qu'on peut la perdre. Et si on la perd, on ne fait pas 2 pas en arrière, mais on fait 20 pas en arrière. Et donc, je pense que là, on peut être rassuré. Alors, évidemment qu'il y a de la jurisprudence qui est favorable pour qu'il ne soit pas extradé, pour qu'il soit libéré en attendant. La jurisprudence que vous mentionnez, Söring, d'abord, ce n'est pas du tout un cas similaire au départ. Et puis, elle date de 89, c'était il y a 33 ans. La situation, les juges, ce ne sont plus les mêmes juges. Et je le dis d'autant plus librement que je n'interviens pas dans l'affaire Assange, c'est qu'on voit dans d'autres affaires qu'on traite que la Cour européenne des droits de l'homme n'est plus la Cour européenne des droits de l'homme telle qu'on l'a connue quand la vice-présidente était une Belge, Françoise Tulkens par exemple, et que les décisions de la Cour, avec la composition de la Cour, avec les gouvernements qui envoient des juges à la Cour, je suis désolé, mais la Pologne, le gouvernement polonais, le gouvernement turc, le gouvernement hongrois envoient un juge à la Cour européenne des droits de l'homme. C'est aussi la composition de la Cour qui a changé au fil des années. On s'éloigne un peu du sujet, mais je trouve qu'il faut quand même faire attention dans ce que vous dites. Vous avez dit des choses qui étaient très justes, mais il faut faire aussi la part des choses et tenir compte de cette évolution-là aussi, où des juges aujourd'hui sont peut-être moins courageux que des juges à l'époque.
Mais ce que je vous dis simplement, parce que j'ai suivi comme avocat Monsieur, faites devant très la court, Cour s'il vous plaît, parce qu'il y a d'autres interaméricaine. personnes qui attendent. Donc, je vous laisse dire une phrase, mais court. Oui, seulement savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas utilisé le système interaméricain qui était à la main. Parce qu'il faut épuiser. Mais c'est surtout qu'il fallait épuiser les recours internes devant les tribunaux équatoriens. Ça, c'était pas... C'était difficile vu l'état du système judiciaire équatorien à l'époque. Mais donc, juste question à l'éditeur. Le bouquin publié en suédois, en allemand, en anglais, quelle a été la couverture presse de ce bouquin dans ces 3 pays? Assez bonne. Après, là, il vient de sortir il n'y a pas si longtemps que ça en anglais. Je crois que c'était avril ou mai chez Pluto. Donc, et alors pour la Suède, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Voilà. Mais en Allemagne, en tous les cas, c'était plutôt correct. Voilà. En France, il est sorti il y a une semaine. En France, il est sorti il y a une semaine. On en parlait un peu tout à l'heure. Il y a eu Le Monde Diplo. Il y a eu Sud Radio, Berkoff, qu'on a parlé dans son émission pendant 1 heure. Voilà. Bon, il y a peut-être encore 2-3 médias qui vont encore en parler. Si, il y a Marianne aussi. J'oubliais Marianne, qui a même fait une partie de sa une dessus. Donc, qui avait fait un dossier. C'était début septembre, qui a même fait un dossier de 8 pages à l'intérieur, quand même consacré à l'ouvrage et à l'affaire. Voilà, mais on va dire que bon, on aura peut-être encore un peu de presse, mais comme je le disais tout à l'heure, on ne va pas faire la une du Monde ou de Libé, quoi, ça c'est sûr. Voilà, Madame Hébert-Delbecq doit nous quitter. Merci d'être venue. Je vous rappelle qu'elle avait remplacé Monsieur Marchand à brûle pour point. Il nous reste un bon quart d'heure pour les questions, je vous signale. Oui, Monsieur De Soif doit partir. Okay. Est-ce qu'il y a une question spécifique pour Monsieur De Soif? Oui, Monsieur. Le micro, peut-être. Je vais pas être maladroit, mais tout ça me rappelle l'histoire, avec la toute petite histoire avec l'agent de police qui est intervenu sur le VSP. Et je me dis, j'ai l'impression qu'il y a une masse d'événements comme ça, où chaque fois c'est le porteur de l'information qui se fait attaquer, et la personne qui a commis l'acte qui représente l'État n'est jamais attaquée. Il y a aussi un problème là. Oui, comme photographe, tu as été poursuivi pour des photos prises pour des bavures et des exactions policières envers des sans-papiers, où on tire à balles caoutchouc à bout portant sur des sans-papiers qui occupent un bien abandonné, vide, et ces photos se retrouvent à être diffusées. Et où finalement, c'est le photographe qui a pris les photos qui est poursuivi, qui est intimidé, qui est convoqué par la police et qui est menacé de poursuite pénale. C'est des mini-Assange au quotidien dans notre société, qui est pourtant un état de droit, où la liberté d'information, la liberté d'expression sont des principes que personne ne remet en question. Et c'est en ça que pour la Ligue des droits humains, la FIDH, l'affaire de Julian Assange est emblématique parce qu'elle dépasse le cas de Julian Assange, parce qu'elle concerne toutes ces personnes qui veulent informer, cette liberté d'information, ce métier d'informer en toute transparence, ce contre-pouvoir qui est l'information et le journalisme, avec des poursuites que, si ce n'est pas évidemment comme dans le cas de Julian Assange culminant, mais des poursuites quotidiennes qui cherchent à provoquer ce que les anglo-saxons appellent le chilling effect. C'est que toi, par exemple, la prochaine fois que tu prendras des photos, tu hésiteras de savoir si tu vas encore le faire,
parce que tu n'as plus envie d'être menacé de procès à devoir te défendre. D'autres, pareil. Pardon ? Voilà, c'est finalement ça, c'est ce chilling effect, cet effet de refroidissement, avec des journalistes, et en Belgique, on en a eu de nombreux, des procès qui sont intentés, notamment par des groupes économiques qui s'apparentent plus à des groupes mafieux, mais qui poursuivent les journalistes qui dénoncent et qui écrivent sur leur cas. Netis à Liège, pour ne pas le nommer, par exemple, qui a poursuivi des journalistes avec des montants réclamés qui sont astronomiques que ces journalistes ne pourront jamais payer. Et c'est ce qu'on appelle les fameuses, aussi de nouveau, pour reprendre un terme anglais, les SLAP, le Strategic Litigation Against Public Participation. C'est des procédures qui n'ont ni queue ni tête, qui sont des procédures bâillons, et qui ont pour simple but de provoquer ce chilling effect, cette autocensure, de faire peur, et qu'on n'ose plus écrire sur l'affaire, parce qu'on n'a pas envie de voir sa maison saisie, de voir sa vie de famille ruinée, et de voir prendre tout ce temps de se défendre. Et ça, c'est le quotidien. Et puis alors, il y a cette affaire emblématique qui est l'affaire Julian Assange. Sur ce, je suis désolé, mais j'en parle. Merci. Oui, vas-y. Le micro, il est où ? Le problème de la presse. Oh, écoutez, vous m'entendez pas ? Je ne sais pas parler avec ça. C'est pour l'enregistrement. Voilà. C'est quand même principalement le problème de la presse qui est au centre de toute cette affaire qui est évidemment scandaleuse et tout. Mais où en est la presse ? Comment vit la presse chez nous maintenant ? Parce que, chez nous, dans la situation actuelle et dans le monde actuel, la presse, ça devrait être un contre-pouvoir. Ça ne l'est plus. Ça ne l'est plus du tout. Et c'est bien la preuve que l'affaire Assange existe, c'est que, en fait, la presse pourrait être dangereuse. Elle devrait nous aider à comprendre les choses et à ne pas accepter tous les mensonges qu'on nous sert depuis des années. Moi, j'ai travaillé pendant toute ma vie à la télévision belge et je me souviens que lors des cérémonies de Nouvel An, nous étions reçus par le grand patron qui s'appelait, je ne me souviens plus, Vangermé, et que M. Vangermé disait: l'information ne doit pas être quelque chose qui fait plaisir aux gens. L'information doit être dérangeante. Elle ne doit pas être dans le sens de ce que les puissants attendent. Alors, moi, je pense que c'est ça qui est fondamental. Et qu'est-ce que vous, en tant que Fédération internationale de la presse, vous pouvez faire ? Moi, je connais des journalistes en Belgique on leur retire leur carte de presse. Comme ça, on peut simplement dire: vous n'êtes plus un journaliste. Et on peut les empêcher de travailler. Je cite, tout le monde connaît probablement ici, c'est le journal Kéros. Et le journaliste, donc le patron de Kéros, qui est un journaliste, on lui a retiré, donc c'est la fédération des journalistes belges qui lui ont retiré sa carte de presse. On peut ne pas être toujours d'accord avec tout ce que le journal Kéros dit, mais ça, justement, la liberté de la presse, c'est de pouvoir défendre des gens qui ne sont pas toujours dans les mêmes opinions que nous. Voilà. Moi, je trouve que ça, c'est fondamental. Très bien, merci. Ce combat. Je vais répondre. Comme je l'ai dit au départ, moi, je ne représente pas les médias. D'accord ? Si vous voulez interroger, puisque vous connaissez bien la maison, vous pouvez aller directement taper à la porte du directeur de l'RTBF et puis vous lui posez la question. Moi, je ne représente pas ces gens-là. Et les journalistes dans les rédactions, eux, je les connais bien et je parcours suffisamment la planète pour bien les connaître. Et pour bien connaître surtout leurs conditions de travail. La liberté de la presse, on passe notre temps à la défendre. Il suffit de regarder le site. Sur le cas que vous citez, ce n'est pas une organisation associative et représentative de journalistes qui donne ou qui enlève les cartes de presse. C'est une commission. C'est une commission d'agrégation. Dans laquelle on retrouve... Ah mais bien sûr. Mais oui, mais ça c'est dans un pays démocratique et je peux vous dire qu'il n'y en a pas... C'est pas la majorité de cette planète, ça je peux vous l'affirmer. C'est une des décompositions entre patrons et salariés. Mais ce n'est pas une organisation, en l'occurrence, qui fait ou qui défait les confrères et les consoeurs. Il y a des critères, il y a des qui appliquent tout simplement la loi. Est-ce qu'on est d'accord ou pas ? Ça c'est un autre sujet.
Il a le droit de faire appel. Est-ce qu'il l'a fait? J'en sais rien. Moi, j'ai pas envie qu'on fasse un débat là-dessus. On est sur Julian Assange aujourd'hui. Et donc voilà. Donc moi, en tant que fédération internationale, c'est le quotidien de notre travail. C'est le quotidien de notre boulot, nous, à aller défendre la profession et de soutenir les journalistes, une fois encore. La presse, ça peut être critiquée, il n'y a pas de problème. Je passe moi-même, je le fais, et de façon souvent parfois injuste, parce que je les connais bien. Non, mais j'ai bien compris. Mais sauf que... Mais si vous voulez que ce soit enregistré, il vaut mieux qu'on parle dans les micros, mais on ne va pas faire un dialogue. Je réponds juste à ce que vous disiez. Qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que fédération internationale? Il faut d'abord, pour aider les journalistes qui sont membres de notre fédération internationale, il faut d'abord aller adhérer aux syndicats ou aux associations qui sont membres eux-mêmes de notre organisation. Et à partir de là, il y a beaucoup de choses qui se font et tout notre boulot nous se fait à un niveau évidemment international. Voilà. On a encore 5 minutes. Et je te donnerai la parole après. D'accord. Juste ce témoignage que, comme beaucoup de gens ici, j'ai entendu Stella Assange, et je lui ai parlé. Elle fait preuve d'un courage surhumain, et je lance un appel, son appel, je le relaye dans la salle ici, pour le 8 octobre. Comme la presse ne parle pas suffisamment d'Assange, elle a donc lancé l'appel à une chaîne humaine de 5000 personnes autour du Parlement, et j'espère qu'un maximum de personnes ici présentes dans cette salle seront là, à Londres, le 8 octobre. Voilà. Bon, donc, maintenant, je vais clôturer la séance. Oui, donc je rappelle, la chaîne humaine, c'est encercler le Parlement britannique. Donc ça se passe à Londres, c'est le samedi 8 octobre et ce sera à 13h. Donc si vous voulez y aller, il faut s'inscrire. Ça, on peut vous donner les liens. Mais il faut surtout penser que vous devez avoir un passeport aussi maintenant pour aller en Grande-Bretagne. Donc, si vous voulez y aller, il faut prendre toutes ces choses en considération. Il y a des choses que vous pouvez faire aussi plus proches. Dimanche soir, on va projeter Hacking Justice au Nova à 20h. Donc, il y aura une intervention de Marc Molitor qui est ici et de Edgar Sock de la Ligue des droits humains, et je serai là aussi. Et puis, il y a, nous, le comité, nous faisons des rassemblements tous les lundis, le premier lundi du mois devant l'ambassade britannique et tous les autres lundis sur la place de la Monnaie pour informer les passants. Alors, je voudrais revenir aussi sur juste une chose. On a parlé tantôt de donner, monsieur avait des initiatives de donner le nom de Julian Assange à des places et à des rues. Je voudrais dire qu'à Louvain, on n'y a pas pensé, mais à Louvain, ils ont essayé de faire donner le nom de Julian Assange à des rues. Officiellement, ça a été refusé, et donc ils l'ont fait de leur propre initiative. Ils ont fait des panneaux, ils sont allés les placer dans les rues. C'est vrai qu'elles ne sont pas restées longtemps, mais ce sont des choses qui ont été faites. Et je voulais aussi parler du canton de Genève qui a proposé l'asile humanitaire pour Julian Assange quand il serait libéré. Nous, on avait aussi introduit une demande, pas d'asile politique, mais de soutien juridique de la Belgique pour la libération de Julian Assange. On a remis une pétition qui a été reprise dans la commission des pétitions, qu'il a renvoyée à la commission des réfugiés, qu'il a renvoyée à l'Office des étrangers, qui a jugé que, puisque la personne n'était pas sur le territoire, elle ne pouvait pas demander l'asile politique. Donc c'est pour dire qu'il y a des initiatives, il y en a, et si vous avez d'autres propositions, franchement, prenez note de notre mail et envoyez-les, parce qu'on a besoin de beaucoup d'initiatives, et vraiment les initiatives de monsieur, on fait des anniversaires, mais la façon dont vous l'avez décrit, ce sont encore de meilleures idées. Alors bon, maintenant je vais passer aux remerciements. D'abord, je voudrais remercier les éditions critiques qui vont nous permettre de lire le livre de Nils Melzer en français. Et bien sûr, remercier Fabien Trémaud qui a fait le voyage pour venir nous parler aujourd'hui. Et Diane Gilliard, oui, parce que sans traductrice, évidemment, je pense que Nils Melzer, il a traduit lui-même de l'allemand à l'anglais, mais bon, il ne peut pas tout faire non plus. Donc, redites encore son nom, parce que... Diane Gilliard, voilà, la traductrice, donc merci aussi à elle.
Puis alors, merci aux personnes qui sont venues pour intervenir aujourd'hui. Donc, Anthony Bélanger, Alexis de Soif, Marie-Laure Elbert Dolbeck. Et puis, merci aux membres du comité qui ont aidé à organiser la séance, et à Michel d'avoir été modérateur, à Pierre-Yves d'avoir fait le montage pour les vidéos. Merci à Karine qui est venue pour filmer et qui, dans 15 jours à peu près, pourra nous donner une vidéo de la séance montée et que vous pourrez diffuser autour de vous. À travers elle, merci à Pour et à Attaque 2 qui nous ont soutenus. Alors, qu'est-ce que j'oublie? Alors, merci aussi à Investigation qui nous ont permis d'utiliser des extraits de leurs vidéos. Et puis enfin, je vais faire un merci à la librairie Tropisme parce qu'ils ont promis de mettre en évidence le livre dans leurs locaux. Donc, je vous invite à aller soit l'acheter ici en sortant à la table, donc je vous rappelle c'est 24 €, soit si vous n'avez pas l'occasion aujourd'hui, je vous invite à aller l'acheter à la librairie Tropisme. Et voilà, je pense que j'espère n'avoir oublié personne. Si tu as oublié une personne, c'est toi-même, Marie-France, qui est quand même à la base de l'organisation de cette conférence de presse. Merci à tous, au revoir et à bientôt dans d'autres actions.